Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous porterons un regard particulier sur l'investissement dans l'or et plus particulièrement sur l'activité minière. Donc l'or qui depuis le début de l'année retrouve un petit peu d'attrait vis-à-vis des investisseurs. Nous tenterons de comprendre ensemble comment l'on peut s'exposer à l'activité de mine d'or avec Arnaud Duplessis, gérant thématique chez CPRAM. C'est la première partie de Smart Patrimoine. Nous vous proposons ensuite de revenir sur le feuilleton économique ou politique aux États-Unis, notamment en matière de discussion pour le rehaussement du plafond de la dette. Est-ce que cela a un impact sur le marché obligataire ou sur les choix d'investissement, notamment en matière d'obligations? C'est la question que nous poserons à Guillaume Di Pizio, responsable de la gestion chez Dauphine Asset Management, mais aussi à Alain Krief, responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de regarder ensemble l'exposition à l'or des investisseurs, alors en direct, mais aussi, pourquoi pas, via des activités liées à l'activité, donc en lien avec l'or, et notamment l'activité des mines d'or. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Arnaud Duplessis. Bonjour Arnaud Duplessis. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes gérant thématique chez CPRAM. Alors effectivement, quand on regarde le cours de l'or en dollars depuis le début de l'année, on constate qu'il y a un regain d'intérêt des investisseurs qui peut questionner, au regard par exemple de la hausse des taux d'intérêt, on en parlera peut-être, une légère consolidation sur les derniers jours, mais depuis le début de l'année, est-ce qu'on peut dire que l'or retrouve un rôle de valeur refuge, Arnaud Duplessis ? Alors, je dirais reprise de l'or non seulement en dollars, mais aussi en euros, puisqu'on a établi un nouveau record en euros cette année, ce qui n'est pas le cas en revanche en dollars américains, puisque je rappelle le plus haut absolu avait été atteint durant l'été 2020, en pleine crise sanitaire. On avait coté 2075, cette année on est allé aux alentours de 2063, 2065, et on avait également presque égalé en fait ce cours au mois de mars, avril en fait de l'année dernière, lors du déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Donc oui, en fait, l'or reste toujours en fait un placement refuge, ça reste surtout un actif de diversification dans une allocation d'actifs, puisque la corrélation en fait de l'or et des mines avec les marchés globaux est extrêmement faible. Donc pour un investisseur global, je dirais avoir de l'or sous forme du métal ou sous forme d'un investissement dans les sociétés minières permet une bonne diversification dans un portefeuille global. Alors effectivement, quand on regarde le cours de l'or, que ce soit en dollars ou en euros, on constate qu'il y a un regain, qu'il y a peut-être effectivement une volonté d'y aller pour des raisons de valeur refuge ou autres. Mais la question après, c'est comment est-ce qu'on investit en or? Alors, est-ce qu'on achète de l'or en direct? Est-ce qu'on achète des produits financiers en lien avec donc le cours du métal précieux? Ou est-ce qu'on investit dans une activité économique directement en lien avec l'or? Alors, tout dépend quel est votre objectif d'investissement. Je dirais investir dans l'or physique, ça représente donc l'actif défensif, par excellence, un peu la valeur de fonds de portefeuille qu'on va garder de façon structurelle en fait dans son allocation. Les mines, en revanche, ne peuvent pas être considérées comme un actif défensif. Pourquoi ? Parce que déjà, elles présentent une volatilité qui est quand même très élevée. Un actif en fait qui a une volatilité de l'ordre de 35-40% ne peut pas être considéré comme un actif défensif. C'est une façon plus dynamique d'investir en fait dans le marché de l'or. Et alors comment est-ce qu'on explique la volatilité en lien avec cette activité alors que l'actif qu'elles vendent pour le coup est plutôt une valeur refuge? Oui, mais les sociétés minières sont des sociétés, donc avec des problématiques d'exploitation, des problématiques de bilan, des problématiques géopolitiques. Donc il y a un certain nombre de facteurs de risque qui peuvent peser en fait sur leur évolution non seulement boursière mais leur activité économique. Et disons qu'il y a aussi l'évolution de leurs coûts. En fait, ces derniers temps, effectivement, l'inflation ne nous a pas échappé à impacter un petit peu tous les secteurs d'activité, l'industrie minière en particulier, puisque les coûts d'activité depuis 2-3 ans, ont progressé quand même d'environ 20%. D'accord, oui. Heureusement, je dirais pour les compagnies minières, les cours de l'or ont progressé
également sur la même période, ce qui leur a permis quand même de maintenir des marges extrêmement confortables. Alors, vous dites heureusement parce qu'il n'y a pas de corrélation directe entre le coût d'exploitation d'une mine d'or et le cours de l'or derrière. C'est pas comme ça qu'on peut y voir une corrélation ? Non, alors ce qui impacte surtout les coûts d'exploitation, ça va être la hausse des coûts de l'énergie. D'accord, ouais, bien sûr. Et donc ça, c'est un point quand même très positif, puisqu'après la folie en fait des prix de l'énergie qu'on a pu observer à peu près à la même période l'année dernière, souvenez-vous, enfin que ça soit à la fois sur les cours du pétrole, sur les cours de l'électricité, sur les cours du gaz. Depuis tout ça, en fait, c'est quand même très fortement renormalisé, bien qu'on n'ait pas encore complètement, on ne soit pas complètement revenu en fait sur les prix d'avant-crise, sur certaines commodities énergétiques. Mais bon, ça aura un effet très très positif quand même sur les marges des compagnies minières. Par contre, je dirais les autres facteurs de coûts importants, c'est les coûts de la main d'œuvre. Bien sûr. Là, oui. par contre, on n'observe pas vraiment de décélération des coûts, parce que le marché est très tendu. Trouver des bons mineurs est quelque chose de difficile. C'est une industrie complexe, donc c'est une industrie complexe dans des localisations pas toujours très sympathiques. Donc trouver les bonnes personnes est un véritable challenge pour beaucoup de compagnies minières. Est-ce qu'il y a une corrélation directe entre activité minière et cours de l'or ? Alors, ou en tout cas oui. Performance des sociétés qui ont une activité comme celle-là et cours de l'or. Alors, en tout cas, corrélation avec l'activité, oui, parce que plus les cours de l'or sont élevés, plus ça permet de mettre en production des gisements qui ne seraient pas économiques si les cours de l'or étaient beaucoup plus bas. Oui. Donc là, oui. Donc ça permet de développer de nouveaux projets et peut-être de vendre un petit peu plus cher ce qu'on a réussi à extraire et qui ensuite alimente le marché. Oui, parce que par définition, les marges des compagnies minières aurifères sont directement corrélées à l'évolution des cours de l'or. Mais ce ne sont pas les mines d'or qui fixent le prix en fonction des coûts. Non, c'est le marché qui leur fixe le prix d'achat de ce qui va sortir de leur mine. Absolument, donc c'est un exercice quand même difficile pour des compagnies minières, parce qu'entre le moment où vous faites une découverte minière et vous la mettez en exploitation, il peut se passer 10 ans, 15 ans, je dirais en fonction de la complexité du gisement, en fonction de la difficulté à obtenir les permis, etc. etc. Donc il faut avoir une véritable vision. Alors dans ces cas, dans ces situations particulières, il arrive que les sociétés couvrent une partie de la production de façon à fixer, je dirais, un prix de vente, de façon à ne pas se retrouver dans une situation de trésorerie périlleuse. Alors, on parle d'activité minière. Quand on parle d'activité minière, on peut penser à d'autres types d'actifs, comme le pétrole, qui sont notamment dans le viseur d'un certain nombre d'analyses ESG. Est-ce que l'analyse ESG a un impact également sur l'activité économique des mines d'or ? Alors c'est un très bon point. C'est un très bon point parce que les compagnies minières en fait se préoccupent de ces questions d'ESG depuis très longtemps pour différentes raisons. La première, c'est que ce sont des sociétés qui sont directement impliquées, directement installées auprès de populations locales. Donc gérer la relation avec ces populations locales est juste fondamentale pour que tout se passe bien. En fait. Donc c'est-à-dire que les compagnies minières finalement vont participer à la vie locale en investissant dans des infrastructures qui vont pouvoir profiter à ces mêmes populations. Elles vont aussi les embaucher, c'est-à-dire dans les mines, par exemple, qui sont localisées en Amérique du Sud, en Afrique, enfin, dans les pays émergents en règle générale, embauchent la majorité de leur personnel, finalement, vient des villages avoisinants. Donc, il y a un véritable échange. Et je dirais, elles sont aussi contraintes à ces normes, parce qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des permis d'extraction minier. Donc il y a des normes évidemment environnementales qui sont extrêmement strictes, donc pour ce qui concerne la gestion des déchets, pour ce qui concerne l'utilisation de l'eau, par exemple. Et je dirais déjà, si vous ne respectez pas ces normes, vous n'obtiendrez pas en fait de permis d'extraction. Et si vous êtes déjà en activité et vous êtes pris en faute par rapport à ces points fondamentaux, eh bien vous risquez de perdre tout simplement votre licence minière. Donc là, c'est la fermeture pure et simple de la mine. Voilà, exactement. Donc c'est-à-dire que les sociétés minières sont très attentives à ça. Et j'ajouterais qu'en matière ESG, quand on observe en fait les notations des sociétés minières, beaucoup d'entre elles n'ont rien à envier à des sociétés de pur service qui ont par définition peu d'impact sur l'environnement. Et ce, malgré une activité quand même minière et donc d'exploitation du sol. Oui, mais alors, vous savez, l'approche ESG, on peut
on peut approcher les sociétés ESG de façon absolue, ou on peut faire une approche qu'on appelle l'approche best in class. Bien sûr, quels sont les meilleurs. Bien sûr, c'est une activité qui a un impact en fait sur l'environnement, mais l'idée et la politique suivie par ces sociétés est de minimiser autant que faire se peut l'impact sur l'environnement, et beaucoup y arrivent très très bien. Une question. Si on se met dans l'impôt d'un investisseur, effectivement, alors on imagine que toujours sur ces sujets ESG, il y a les très bons élèves et peut-être les moins bons élèves. Comment est-ce qu'on sépare le bon grain de livret et comment est-ce qu'on sélectionne effectivement les activités économiques en lien avec l'extraction d'or les plus vertueuses? Alors, au sein de CPR Asset Management, en fait, nous avons un suivi ESG global en fait de l'ensemble des sociétés en fait dans lesquelles nous investissons, pas seulement les sociétés minières, puisque l'ensemble des portefeuilles que nous gérons sont suivis en fait sur ce plan-là. Donc, les sociétés du portefeuille et de l'univers font l'objet d'un suivi régulier, d'une notation. Et si cette notation se révèle insuffisante, eh bien, si la société n'est pas dans le portefeuille, évidemment, on n'intégrera pas dans le portefeuille, et si elle l'est, on la sortira. Merci beaucoup Arnaud Duplessis d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine, donc nous expliquer comment s'exposer au cours de l'or sans acheter directement de l'or, mais peut-être via une activité économique en lien avec l'activité minière en l'occurrence. Merci, je rappelle que vous êtes gérant thématique chez CPR Asset Management. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quel impact il peut y avoir sur l'investissement obligataire des dernières semaines, de la séquence des dernières semaines que l'on a pu suivre aux États-Unis, et des questionnements autour du rehaussement du plafond en ce qui concerne la dette américaine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine 2 experts de l'investissement obligataire. Alain Krief est avec nous tout d'abord. Bonjour Alain Krief. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Nous avons le plaisir d'accueillir également Guillaume Dipidio. Bonjour Guillaume Dipidio. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion chez Dauphine Asset Management. Alors Dauphine Asset Management qui est une filiale de Retores Finance depuis une semaine. C'est tout nouveau. Un petit mot peut-être Guillaume Dipidio? Écoutez, on est ravis d'avoir franchi ce nouveau pas, parce que c'est vraiment une grande aventure qui est en train de s'écrire. Et on va parler à présent d'investissement obligataire. On va commencer avec vous Alain Krief. Alors, personne n'en doutait, l'accord a finalement été trouvé. Donc le Congrès américain a adopté samedi exactement un accord qui permet de suspendre jusqu'en janvier 2025 le plafond d'endettement public des États-Unis, un fonctionnement particulier qu'on connaît essentiellement aux États-Unis. Pour autant, avant cela, il y a eu une séquence de débats, de questionnements plus politiques qu'économiques entre démocrates et républicains. Il aura fallu attendre le dernier moment ou presque, avec le risque de voir le pays entrer en défaut de paiement pour qu'un accord soit trouvé. Au-delà du fait qu'on n'imaginait pas les États-Unis ne pas trouver d'accord, est-ce qu'il y a un impact sur l'investissement obligataire, non pas sur la réaction pendant la séquence politique, mais sur la volonté d'investir ou non dans des obligations américaines, alors qu'on voit le spectre d'un défaut de paiement brandi dans des négociations politiques? Alors aujourd'hui, disons qu'il y a une incertitude qui s'est levée, donc c'est toujours bien sur le marché, de façon générale, parce que le marché anticipe toujours et, va prendre du stress, met du stress dans le marché par rapport à cette activité. Donc le marché s'imprègne quand même d'un stress politique, voilà, même si on n'imaginait pas. D'accord. On ne s'imaginait pas en effet d'un défaut sur la dette américaine. Tout le monde est quand même inquiet. Et si pour cette fois ça ne marchait pas. Bien sûr. Voilà, ouais. On peut pas dire. Sachant que ça n'était pas la première fois. Exactement. Le risque zéro n'existe pas, on le sait bien. Donc, il y avait tout de même un stress. Donc, au-delà de ça, qu'est-ce qui a été débattu et qu'est-ce qu'il en est sorti? Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on attend, permettez-moi l'expression, un tsunami d'émissions de dettes sur de l'obligataire court américain. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, il faut remonter les réserves. Donc, on attend entre 200 et 400 milliards d'émissions dans les prochains mois, et voir pour que les réserves on refait toutes ces réserves jusqu'à même 1 trillion. Bien sûr. Donc, il y a quand même un effet massif sur ces émissions qui vont arriver sur du T-bill américain. Qui maintenant peuvent avoir lieu. Exactement. Et donc, ça peut avoir un impact quand même sur les taux ou sur la valorisation des obligations déjà en cours. Exactement. Ça va avoir forcément un impact. Pourquoi? Déjà, en fait, ça va retirer de la liquidité dans le marché. On sait qu'il y en a
de moins en moins, parce que je Bien sûr. rappelle qu'il y a ce qu'on appelle un quantitative tightening. Après avoir ramené des liquidités, on a fait l'inverse. On essaye d'en enlever une partie, bien sûr. Oui. Et là, en fait, ça va encore enlever de la liquidité. Alors, est-ce que c'est dommageable par rapport à l'obligataire ? En fait, j'allais dire, peut-être pas. Ça dépend de qui va investir sur ces T-bills. Il faut quand même se rappeler, aujourd'hui, on est quand même à 5,25, donc c'est quand même tout à fait intéressant. Donc, on pense que ça va très bien se passer, ça va être très bien absorbé par le marché. Bien sûr. Maintenant, si c'est les déposants des banques qui vont investir ou les fonds monétaires qui vont investir, si c'est les fonds monétaires, c'est quasiment neutre, parce qu'on voit tout à fait que les fonds monétaires ont de l'argent déployé et ils vont sortir ce qu'on appelle en termes techniques du reverse repo vers ce type d'investissement. Donc là, pour le coup, ça n'aura presque pas d'effet. Si jamais c'était les déposants des banques, il y aura encore un effet supplémentaire. Bon. Notre avis, c'est que ça n'aura pas un effet finalement si important par rapport au niveau où on en est, enfin par rapport au niveau d'émission. Guillaume Dipidio, même question. Alors effectivement, ces nouvelles émissions à venir, la séquence que l'on a vue effectivement politique, mais bon, on a politisé un sujet de financement, de budget d'État. Est-ce que ça peut avoir un impact du côté d'un investisseur particulier ou autre sur la volonté de s'exposer à une dette d'État américain ? Le premier impact qu'on a senti, qui était tout à fait inédit, je dirais, même depuis la crise des subprimes, c'est qu'il y a eu une envolée du prix du CDS. Et là, ça a quand même posé une inquiétude en disant comment un pays qui est AAA peut être soupçonné d'un défaut, et puis alors, le CDS qui valait à peu près 16 est monté jusqu'à presque 180. Et donc là, il y avait une sorte d'inquiétude de court terme, non pas probablement sur la solvabilité des États-Unis d'Amérique, mais sur le problème de remboursement. Et au moment où ils sont en train de faire des plans de relance extrêmement énergiques avec l'IRA, et le marché s'est interrogé sur les conséquences de la trajectoire de la croissance, puisque les États-Unis sont en train de ralentir et probablement le marché est en train d'anticiper une entrée en récession sur la deuxième partie de l'année. Et donc, c'est ces inquiétudes-là qui ont été, je pense, un peu plus importantes. Oui, parce que vous avez raison, mentionnez-le, on parlait de risque de défaut des États-Unis. Alors effectivement, peut-être que tout ça a été politique, mais c'était écrit. On voit des agences de notation comme Fitch qui dit on met quand même cette AAA sous surveillance en attendant de voir comment ça se passe et on déplore, je cite, la polarisation politique des discussions. C'est de nature à inquiéter un investisseur qui suit ça d'un peu loin et qui se demande dans quoi est-ce qu'il va investir ses économies quand même. Mais AAA, c'est 20 sur 20. C'est vrai. Après, on passe de 20 sur 20 à 19 sur 20. Je pense que l'inquiétude est quand même, doit être mesurée. Ce qu'il en ressort sur ces négociations, si les républicains ont été aussi insistants sur le plafond de la dette, c'est parce que l'administration Biden était accusée de trop en faire, de dépenser trop d'argent pour faire un plan de relance qui est finalement un petit peu préélectoral. C'est là où il y avait un peu des distensions politiques. Bien sûr. Oui. Et donc, l'idée, c'était que l'administration Biden, et après, en prévision des élections qui vont avoir lieu l'année prochaine, puisse avoir une trajectoire de dette qui soit beaucoup plus raisonnable et beaucoup moins expansionniste. Et dans cette veine-là, effectivement, l'accord sur le plafond de la dette montre qu'il y aura quand même certaines restrictions, même si ça ne touche pas le plan IRA ou la défense, mais il y aura quand même des restrictions au niveau du budget qui coûtera en croissance, d'après les estimations qu'on arrive à lire, 0,3% du PIB. Donc ça arrive au moment où il y a déjà eu un problème sur les banques commerciales, qui venaient déjà, en plus, resserrer le crédit, bien sûr, donc peser aussi sur le PIB. Donc il y a eu ces deux effets conjoints qui ont jeté un froid. Le plafond de la dette, maintenant l'accord étant sorti, le prix du CDS est passé de 180 à 11, c'est-à-dire un niveau bien inférieur à ce qu'il était avant. Donc ça a rassuré tout le monde. Ça montre un peu le côté psychodrame du marché dans lequel on se trouve, avec une anomalie qui est complètement aussi injustifiée, on va dire. C'est la différence de perception du risque entre les actions et les obligations, puisqu'on a encore des spreads, ce qu'on appelle donc des écarts tout à fait importants sur les obligations. Il y a une prime de risque qui est toujours assez forte sur les obligations, alors que sur les indices de peur,
aux États-Unis, le VIX, l'indice de volatilité Bien des sûr, oui. SP500, on est quasiment au plus bas depuis 20 ans. Donc là, on se réfugie sur les actions parce qu'on a peur des obligations. C'est quelque chose de complètement paradoxal. Alors même qu'on a, vous nous l'avez dit Alain Krief, des obligations court terme aux États-Unis qui rémunèrent peut-être plus que ce que le couple rendement-risque aurait laissé entendre dans un monde idéal, si tant est qu'on puisse parler de monde idéal en matière de marché aujourd'hui. Tout à fait. On est dans une transition. Donc, on est à la fin d'un cycle de remontée des taux. Normalement, oui, c'est ça. Je vous sens très sûr sur... Non, en fait, on est clairement à la fin. Est-ce que c'est plus 0,25 encore ou pas, etc. Donc ça se passe plutôt bien. Maintenant, quid de la suite? Et la suite, c'est en effet, c'est quid de l'économie, quid de la récession à venir ou pas. Et par rapport à ce qu'on dit et ce qu'a dit Guillaume, en effet, est-ce qu'il est nécessaire de freiner encore l'économie de façon supplémentaire? C'est pas forcément évident. Donc pour la Fed, la Banque fédérale américaine, Bien sûr. C'est très important aussi de voir comment ça se résout, comment ça va se passer sur le marché, parce que finalement, les réductions, donc on parle de réduction de 136 milliards finalement sur 2 ans, Biden sort plutôt gagnant, c'est assez peu. Donc il n'y aura pas tant de réductions que ça. Il a limité, disons, la casse sur les réductions de dépenses. Mais en même temps, il a donné suffisamment pour que ses opposants politiques puissent y voir une victoire aussi. Tout à fait. Donc sur le marché, c'est pour ça que sur le marché, en effet, il y avait une prime de risque. Il y a toujours cette prime de risque importante sur les obligations et sur le crédit aux entreprises, ce qui en fait d'ailleurs des opportunités claires d'investissement. Hein. Mais en fait, justement, ce spread, cette prime de risque crédit a tendance à diminuer. Et l'après-accord, on l'a vu clairement, aujourd'hui, on a cette prime de risque qui diminue. Parce que c'est une incertitude qui est levée. Et au final, pour la consommation de façon générale, pour l'économie, finalement, c'est quand même mieux qu'il y ait cet accord, qu'il y ait même ces émissions qui vont certes retirer de la liquidité, mais il y a toujours ces dépenses qui sont nécessaires pour faire travailler l'économie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les obligations... que cette anomalie qu'on voyait dans des obligations à court terme réputées sûres, notamment le bon du Trésor américain et en même temps rémunératrices, va se normaliser? Ça devrait se normaliser. Ça devrait se normaliser. Donc c'est pas forcément l'opportunité du moment. C'est l'opportunité du moment. Si c'est l'opportunité du moment. Parce que si ça se normalise, ça veut dire que les taux vont baisser. Donc d'accord. C'est l'opportunité du moment. C'est ce qu'il faut comprendre. Si on doit chercher une opportunité, Guillaume Dipidio, il faut aller regarder du côté des bons du Trésor américains. Alors, la spécificité aussi d'une entrée en récession, c'est que la courbe des taux est inversée. C'est-à-dire que plus on va chercher du risque lointain, moins ça coûte, moins ça rémunère. Normalement, c'est censé plus rémunérer, mais aujourd'hui, on est, comme l'a dit Alain, à 3,75 de rendement sur le 10 ans américain, quand le taux sans risque est à un peu plus de 5,25. Donc, à ce moment-là, pour l'épargnant, il est quand même compliqué d'aller chercher un risque supplémentaire pour gagner quelques 0,5-1% de plus, alors que déjà le taux sans risque est extrêmement rémunérateur. Et peut-être qu'il sera plus rémunérateur que le niveau d'inflation. Mais alors qu'est-ce qu'on fait quand on est professionnel de la gestion? On se dit, effectivement, dans un contexte comme celui-là, prenons ce qu'il y a à prendre et laissons le long terme pour plus tard, ou au contraire, on admet que la situation n'est pas normale et qu'il faut se préparer à un retour à la normale? Il me semble que du point de vue de l'investisseur européen, en zone euro et qui a des euros à investir, l'opportunité d'aller déjà sur un marché en dollars, nous, nos anticipations seraient plutôt d'avoir un dollar qui s'affaiblit un petit peu, que cette vigueur qu'on a eue, qui nous semble un petit peu anormale, se résorbe. Et dans cette configuration-là, s'investir en dollars dans un dollar qui se déprécie, il faut le couvrir. Et pour le couvrir, ça coûte à peu près 1,5%, 1,8%. Et donc là, déjà, vous perdez la rémunération des 5,25 en dollars sur le taux sans risque américain et vous retombez sur le taux sans risque européen qui est à peu près à 3,25. Donc restez en France ou restez en Europe. Restons à la maison. Je pense que pour l'instant, ça se passe mieux. Et il y a des opportunités sur l'obligataire en Europe également, Alain Krief? Alors oui, il y a toujours des opportunités parce que les marchés américains et européens, en fait, mine de rien, surtout sur l'économie et sur les dettes d'entreprise, sont collés, se suivent. Donc en fait, quand on sent qu'il y a une récession aux États-Unis, forcément, ça va impacter l'Europe.
et vice-versa, mais plus dans ce sens-là quand même. Bien sûr. Donc à partir de là, si on a un peu plus d'éclaircies sur le côté américain, ne serait-ce que la baisse de l'inflation, tout simplement, on devrait l'avoir aussi en Europe, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un soulagement sur la dette d'entreprise européenne. Donc aujourd'hui, on a, juste après la nouvelle sur la dette américaine, on a eu un soulagement côté européen aussi sur les obligations crédit. Donc en fait, c'est forcément impactant et il faut quand même lire l'activité américaine pour comprendre l'activité européenne aussi, en obligataire. Tout est, si on parle météo, il fait beau sur les obligations d'entreprise en Europe pour un investisseur, Alain Krief, et je vous pose la même question ensuite, Guillaume Dipidio. Alors oui, aujourd'hui il fait beau. Aujourd'hui, certes, il y a des problèmes qui sont très ciblés sur certains secteurs. Il y a des secteurs d'activité qui sont plus touchés que d'autres. D'accord. Mais quand on va chercher de la qualité, que ce soit l'investment grade ou ce qu'on appelle le haut du high yield, la signature WB, c'est-à-dire qu'on retrouve un gros panel de l'activité, on a à la fois du rendement et à la fois de la qualité. Donc en fait, et du risque. Et du risque. Là, on en retrouve un peu quand même. On en retrouve un peu, mais après, vous avez des rendements qui sont de l'ordre de 5, 6, qui sont tout à fait sympathiques. Et là, pas forcément sur un an, mais sur 3, 4, 5 ans. Donc c'est quand même sympathique aujourd'hui, dans un marché où l'inflation, certes, ne descend pas si vite que ça, mais elle a tendance à descendre. Donc s'assurer d'avoir un... En tout cas, le mouvement a l'air d'être enclenché. Voilà. Donc ça devrait bien se passer. Guillaume Dipidio, vous nous avez parlé tout à l'heure de la différence d'appréciation entre les actions et les obligations quand on parle d'obligations d'entreprise ou d'investissement sur les marchés actions. Est-ce qu'il y a des arbitrages plus difficiles aujourd'hui qu'il y a quelques mois? Est-ce que le risque rémunère toujours suffisamment? Sur les obligations, il y a un phénomène qui est assez particulier, c'est que on est sorti de la crise Covid et tous les gouvernements, notamment en Europe, ont secouru les sociétés pendant cette période-là, ce qui fait que la plupart des bilans sont relativement sains. Et si, effectivement, le contexte économique se dégrade, ce sera un petit peu plus tard qu'on le verra. Donc c'est pour ça que nous, on est plutôt sur des stratégies qu'on appelle des fonds datés ou des fonds échéances, puisque, pour l'instant, les marges des entreprises sont quasiment plus en Europe. Donc elles ont bénéficié, elles ont engrangé un petit peu des bénéfices qui permettent de solidifier leur bilan, et en plus il y a un petit peu de visibilité. Donc avant qu'on ait une probabilité plus forte de remontée du taux de défaut des entreprises, je pense que ça prendra du temps, et donc c'est pour ça qu'à 3, 4, comme il disait Alain, il y a beaucoup de choses à faire qui sont très rémunérateurs en Europe, plus que les 3,25 taux sans risque. Moralité, il est important de suivre ce qui se passe aux États-Unis, mais de regarder quand même quelles sont les opportunités d'investissement en Europe, si je comprends bien. C'est plus proche de nous. Merci beaucoup Guillaume Dipidio, responsable de la gestion chez Dauphine Asset Management. Merci Alain Krief, responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.